Donc on continue. Hier, on avait vu notre porte dérobée. On a repéré de simples indicateurs d'alerte. On avait vu des modifications faites en profondeur au niveau du registre, au niveau du planificateur de tâches. On avait vu l'utilisation de Mimikatz. Il a dumpé le LSAS en exe. Le LSA, hein, il a fait un LSA dump avec le sec, le URLSA, qui est un des modules de Mimikatz. Maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, la partie 2.0. Donc, on va essayer de faire une analyse un peu plus en profondeur encore. On reste sur la même machine et on va essayer de creuser. On va voir le core Windows Process, on va voir sysinternal, notamment autorun, qui permet de vérifier sur notre machine tous les processus qui tournent en mémoire. Très bon outil que je vous conseille d'installer sur votre machine et de vérifier qu'il n'y a pas des processus bizarres. Et ça va regrouper à la fois les processus qui tournent en mémoire, ceux qui se lancent au démarrage ou logon. Si votre WinSock, donc votre socket, n'a pas été modifié, s'il n'y a pas des imprimantes bizarres, des drivers bizarres, des codecs bizarres, des services bizarres, quelque chose de bizarre, tout ce qui est bizarre et qui ne devrait pas être là. Donc ça demande quelques compétences. Vous devez être à l'aise sous Windows. Mais si vous l'êtes pas, c'est pas grave, ça va vous permettre d'acquérir des compétences. Et on verra ensuite Yara. Donc Yara, comment je peux vous en parler? Il nous parle de Loki aussi. Loki, en fait, c'est quoi? C'est un free open source IOC. IOC, c'est en anglais, ça veut dire Indicator of Compromise. C'est indicateur de compromission. La compromission, c'est quoi? C'est les traces qu'a laissé le hacker et qui vont qui vont infirmer le fait que la machine a bien été pounée, ok, qu'elle a été piratée. Donc il faut trouver ces indicateurs de compromission, pardon. Ce sont des preuves en analyse forensique qui vont nous orienter vers tel ou tel euh, vecteur d'attaque qu'aura utilisé le hacker. Et on va revoir les patterns qui sont utilisés. Donc en criminalistique, les patterns en analyse forensique, vous savez, que ça soit dans le renseignement quand on étudie, par exemple, une cellule terroriste, ou en cybersécurité quand on étudie eh ben, le champ de bataille, hein. C'est quoi? C'est l'ordinateur qui a été piraté, le ou les serveurs qui ont été piratés. On va rechercher des patterns. Des patterns, ce sont des motifs récurrents, donc qui vont nous permettre de trouver des artefacts. Notamment, ça va être quoi? Ça va être du code, du junk code. Ça va être du code qui a été injecté, qui a été modifié. Et quand on est chercheur en malware, eh ben, Yara, c'est un peu le couteau suisse qui va nous permettre d'identifier à la fois les binaires, des textes, comme de l'hexadécimal ou des chaînes de caractères au sein d'un fichier. On va pouvoir extrapoler tout ça et trouver des patterns récurrents qui seront des indicateurs de compromission qui confirmeront le fait que la machine a été piratée. Ok? Donc il faut trouver des choses bizarres. C'est comme une enquête, c'est un jeu d'enquête et il va falloir trouver ces patterns. Donc on va voir un petit peu comment on fait. Donc j'ai une machine, je vais me connecter en RDP. Je vais lancer Remina parce que je me suis fait jeter direct de la connexion de la box. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Donc on lance notre Remina. Donc quelle clé de registre contient la commande exécutée dans une tâche planifiée. Donc ça, il n'y a pas de doute. Qui dit plage planifiée dit task scheduler. Ok, planificateur de tâches en bon français. Donc, comment on peut faire? Je peux aller là-dedans, mais je veux vous rappeler quand même les raccourcis. C'est bon de les connaître. Ok, task. Donc, pareil, task. schd.msc. Reprenons. Et on a nos tâches, vous vous rappelez, qui sont présentes donc dans le planificateur de tâches. On avait notre game over, vous vous rappelez, et c'est là-dedans qu'on a vu qu'au niveau des actions, on a tout simplement, eh ben, Mime. Mime, c'est quoi? C'est Mimikatz qui a été modifié. Donc,
Quelle est la clé de registre qui contient la commande exécutée dans une tâche planifiée? La clé de registre, on l'avait récupérée, mais encore plus simple, on va utiliser Process Hacker. Hop, voilà. Et là, on va aller voir tout ce qui est clé de registre ou service. Donc là, on a le service, on a le disque. Ok, on a les processus qui tournent en mémoire. Est-ce que je retrouve notre meme.exe? Il est où? Il est où? Il est où? Hum, Donc là, elle ne le trouve pas. Donc, donc, notre fameux autorun 6 internal. Donc là, on voit tous les processus qui tournent en mémoire au démarrage. Ça peut être intéressant. Les tâches planifiées, pareil. On a notre fameuse tâche. Ok, nous le réouvre. Super intéressant, on l'a déjà. Les services, boot execute, image hijack. Est-ce qu'il y a des clés bizarres? On a le 7C. Ok, le DLL, qu'est-ce qu'il a changé? Donc celles-là, elles sont pas signées par Windows. C'est bizarre. En principe, elles devraient l'être. WinLogan, il y a quoi? Mhm. Ok, donc voyons les processus. Donc déjà, quand c'est en jaune, ça indique que il n'y a pas d'enfant. Donc on a un lien parent, mais il n'y a pas de lien réel vers ça. Donc généralement on les supprime, ces clés-là, tout ce qui est en jaune. Vous voyez, il vous dit file not found. Donc quand c'est en jaune, déjà c'est qu'il ne trouve pas. Là il essaye de charger par exemple ce driver qui s'appelle VW Wi-Fi Bus, bref, dans Win32, dans System32 driver, et il nous dit bah, qu'il n'existe pas. Donc moi déjà sur ma bécane, quand je fais ça, je fais un delete. Je supprime tout ça parce que bah, ça surcharge en fait pour rien. Ensuite, on a quoi en rouge? On a les trucs bizarres. En effet, on a les trucs bizarres. On voit qu'on a une tâche planifiée Game Over qui charge notre Mimikat et on a bien aussi une clé. Donc pour moi, ça c'est la clé de registre. Ça c'est le planificateur de tâches. Vous voyez les différentes clés de registre. Celle-ci est pas bonne. Donc voilà notre clé, elle est là. Et on voit bien qu'il fait ça, cette opération Mimikat Sex Hurla Logan Password. Il fait un LSA dump, en fait. Il va dumper tous les processus en mémoire et il les inscrit dans un fichier OTX, comme on l'a vu hier. Ok, donc la clé c'est HKCU. HKCU c'est quoi? C'est le HKey Class Root. Ok, il s'agit de la fusion HKLM Software Class et HKCU Software Class. Priorité HKCU. Donc ça vraiment, hop. Bon, il y en a plein des articles, mais il faut comprendre tout ça, quoi. C'est vraiment très 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 important. Comprendre les clés de registre, comment fonctionne le registre, comment les programmes s'installent dans le registre, quelles traces ils laissent, quel artefact ils laissent, à vous de crever. Ok? Et franchement, je sais pas s'il y a le bouquin, mais si vous galérez, euh, s'ils ont fait. Mais ouais, prenez Windows Server, voilà. Celui-là, je vous le conseille. Windows Server 2019 et PowerShell pour les nuls, quoi. Vous, 300 pages, vous le lisez,
Et c'est vraiment vital, quoi. Parce que là, on va monter en compétence. Il faut vraiment connaître le principe bah, du PowerShell et le principe surtout de la structure d'un Windows Server. Ok, ça je vous le conseille. All in one. Donc, maintenant, il nous demande quel outil d'analyse se ferme immédiatement lorsqu'on tente de le lancer. C'est une très bonne question. Donc, je vais réduire, je vais réduire, je vais réduire. Lui, il se lance, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas ce qu'il veut. Process Hacker, il se lance, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, voilà, process. Mhm. Ouais. Ok. Donc, c'est Process Explorer qui bloque, visiblement. Donc, Process Monitor permet de voir tous les processus qui tournent en mémoire et voir bah, déjà ce qu'ils font. Donc là, bah, requête sur une clé de registre, par exemple, voir le chemin et les résultats et voir tout ce qui est détail ensuite. Tout ce qui est géré au niveau des handlings, au niveau de la lecture des fichiers, pareil, ça pourra vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc on voit l'horodatage et on voit, vous le faites tourner, vous voyez en temps réel, en fait, tout ce qu'il y a. Tout ça, ça tourne dans la mémoire virtuelle, dans la mémoire de pagination, la mémoire réservée de Windows. Donc dans une partie de votre RAM, une partie de votre disque dur. Ok. Le, avec le prefetch, le fetch, le super fetch, le prefetch, pardon, et le swap. Donc ça, visiblement, il veut pas se lancer, c'est Process Explorer. Les autres, c'est des trucs mineurs. Portman, il se lance, ouais. Bon, Portman, il crash aussi. Bon, partons du principe que c'est Process Explorer. Ok. Donc, on va s'ouvrir un petit invité de commande. On va vérifier ça quand même. Et on va aller user in stop 6000. Process 64. Et ouais, ça a pas l'air bien brillant. Donc, il se lance, il se referme tout de suite. C'est pas normal. Donc, c'est comme si le hacker avait fait des actions pour nous empêcher de lancer Process Explorer et de voir les processus qui tournent en mémoire. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Comme ça.
process des S. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est ProsXP. Donc, quelle est la requête WQL associée à ce script? Donc, on va faire simple en fait, grosso modo, on a deux types de requêtes. On a les requêtes WMI et les WQL. Elles sont dans le config manager, donc config MGA. Ça permet grosso modo de remonter dans une collection. Par exemple, tous les ordinateurs d'un fabricant ou d'un modèle particulier. Dans une séquence de tâches, en fait, on peut appliquer un package ou une application spécifique à un modèle d'ordinateur. Moi, par exemple, un ordinateur portable, c'est ce qu'on appelle un EOM. Les EOM, le fabricant EOM se servent de matériel, de drivers Windows, Intel, il y a un processeur Intel dessus, et ils vont faire à leur sauce. Dell va faire des portables à sa sauce, HP va faire des portables à sa sauce, Acer va faire des portables à sa sauce, et j'en passe et des meilleurs, vous m'avez compris. En gros, grâce à ça, eh ben, en fonction du fabricant ou d'un modèle particulier, on va pouvoir charger des drivers spécifiques pour ce modèle. Et donc ça va permettre de segmenter sa ligne, ça va permettre de compartimenter, ça va permettre même de modifier les drivers originels pour que faire sa petite pop-up, pour qu'il tourne peut-être un petit peu mieux que son concurrent. Donc tout ça, ce sont les requêtes VMI et WQL. Là maintenant, on va voir une requête WQL complète qui est associée au script. Comment on peut trouver ce script? On va devoir se servir de Loki. Ok? Ok. Ok, on a Loki qui est là. Loco, ouais. Loco, Loki. Je suis sous Windows, faut que j'arrête avec les LS. Donc, on a l'exé, on va le lancer et voir un petit peu ce qu'il nous dit de toute façon. Donc, ça va venir scanner. On sait que c'est un serveur C2, on sait que c'est de l'Amazon. Il va venir récupérer les PID, les process, tout ce qui tourne en mémoire et il va essayer de nous trouver des artefacts. Donc il y a les PE aussi, ce principe de PE. Les PE header, il va vraiment falloir comprendre ça parce que c'est au PE header en fait qu'on peut modifier en fait. On va injecter dans le secteur d'amorçage du processus, on va réécrire la mémoire et ça va permettre de faire des injections de code. Ça va permettre de faire des choses malicieuses. Donc les PE headers, c'est le premier truc qu'on fait. On va dumper en mémoire les processus et là on voit déjà que oula, il y a des trucs bizarres. On a dans notre init pub, comme on a vu, notre JSP. Il le détecte bien, vous voyez que c'est en rouge. C'est ce qu'on a vu hier. On a des IRA role, donc web shell, browser, download. On voit qu'il se passe des choses bizarres. Donc ça c'est notre web shell. On a vu qu'il était en JSP, qui dit JSP dit Java. Donc, test. Donc, tout ça, ils sont flagués. Flagués, warfile, CMD. Donc, c'est pareil. Les fichiers jar, fichiers war, ce sont des fichiers compilés à partir de code source Java. Donc, on voit qu'il y a des requêtes qui sont passées. Qu'est-ce que je peux voir encore? Si on repart du début. Alors, on a nos classes. On a le HMD5.
le nom, la requête qui est passée. Donc ça, ce sont nos fameuses requêtes WQL. Donc là, on l'a là. Qu'est-ce que ça dit? La classe, c'est Event Filter, ok, filtre d'événements. On a le MD5, on a la hache en MD5 du process. Donc c'est un process start trigger, c'est-à-dire que on va faire du triggering. Donc c'est on va enclencher un événement au lancement du processus. Et là, il nous fait quoi? Un select all, tu prends tout. À partir de quoi? Bah, de la classe qui s'appelle Win32 Process Trace, ou bah, le nom de processus s'appelle process xp64.exe. Et c'est comme ça qu'il arrive à nous bloquer en fait. Parce qu'il y a un truc qui tourne en résident dans la mémoire, et on voit que c'est au niveau des plugins WMI. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme chose bizarre? Ce qui est envers, c'est propre. Donc voilà. Grosso modo, on a bah, quatre gros artefacts ici de Yara Rule. Donc les Yara Rules sont appliqués à ce que découvre Loki. Ok, c'est comme un moteur si vous voulez. C'est un scanner de pattern en fait. Ça va identifier les IOC, les traces de compromission, ok, les indicateurs de compromission. On a quoi? D'abord, c'est flagué par Loki. Loki il nous détecte des signatures bizarres. Et ensuite, couplé à ça, on a Yara qui va aller chercher dans son moteur de recherche, son moteur heuristique, analyse comportementale, analyse par signature, mais trouver des patterns. Donc, des choses bizarres qu'on retrouve. Ça peut être des chaînes de caractères, comme vous le voyez là, comme ça peut être du code source et des bits, des strings ou des bits avec bah, des appels de fonctions, des appels de processus, des classes au sein de la programmation en PowerShell ou en Java qui sont étanches. Enfin là moi je vois du PowerShell. Ok. Donc, il détecte ça et bah, là on commence à comprendre déjà nos premiers indicateurs de compromission. Donc je vous montrerai comment installer Loki et Yara sur votre machine et je vous conseille de faire des scans réguliers. C'est beaucoup plus efficace que de lire de simples logs sur votre PC. Alors oui, bien sûr, si vous savez bien étudier les logs dans l'observateur d'événements, vous pouvez déjà trouver des artefacts et des indicateurs de compromission. Mais après, il faut partir en bas niveau. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller dumper les PE headers, on va aller dumper la mémoire, on va voir tous les processus qui tournent, et en plus, on a des moteurs au niveau des signatures, moteurs de scan de signatures, heuristiques, comportementales, et ça va accroître bah, la recherche d'indicateurs, hein, l'IOC, d'indicateurs de compromission, tout simplement. On ne peut pas se passer de script, parce que vous savez que bah, une porte dérobée, si c'est bien fait, eh ben, il y aura presque aucun indicateur de compromission. Et je vous parle même pas des services de renseignement, où là, vous verrez rien du tout. Pourtant, votre machine, elle est prunée, vous le savez même pas. Et ça, c'est un autre problème. On leur passe un petit bonjour. Donc, ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir si j'ai rien raté. Ah si, j'ai raté un truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous parle. On a bien ça. On a un kill process start trigger. Donc, à mon avis, c'est le kill process qui exécute sur le process expect. Et là, on a un filter to consumering binding. Donc, un binding, c'est lié. Et on a un event consumer active script. Donc, script actif. Et l'event consumer, en fait, c'est un temps à temps régulier, en fait, tous les intervalles de temps donc, qui ont été définis. Je sais plus, il faut qu'on regarde dans la tâche planifiée. Mais elle se lance quand celle-là? Donc c'est game over. Et donc la tâche planifiée, lui, c'est quoi? Bah, toutes les 5 minutes, voilà, on a Mimikatz qui vient nous faire chier. Après le triggering, donc après le déclenchement. Ok, donc c'est une tâche planifiée avec un trigger qui s'exécute à 4h47 PM le 3 2019. Donc depuis le 2 mars 2019 à 4h47 de l'après-midi, toutes les 5 minutes, on a quoi? Eh ben on a cette tâche
qui nous lance Mimikatz et qui fait un dump LSA. Ok? Et pour récupérer quoi? Tous les mots de passe qui sont présents sur la machine, sur le serveur Windows. Ok? Donc, voilà. Launch Beaconing Backdoor. Ok? Et Timing Interval Trigger. Donc, en effet, c'est un événement qui est filtré au niveau de la temporalité. Ok? Et il est récurrent. On a vu qu'il se lance toutes les 5 minutes. Active Script Event Customer. Donc ça, c'est des classes en fait qui sont utilisées au sein de Windows pour programmer des choses, comment dire, bénignes. Hein, vous voyez, ça, c'est les processus normaux hein, qui tournent en mémoire. Et par contre, vous en avez d'autres qui peuvent être offusquées, militarisées et malicieuses. Et dans ce cas-là, c'est plus de l'informatique pour Tata Jeannette, c'est de l'informatique pour cyberattaque. Donc, on a tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir, revenir à nos questions, parce que là, on va se perdre. Donc, donc quelle est la requête? Bah, la requête, elle est là. Query, pardon, query, c'est requête en anglais. Ça, vous le savez. Ok, langage de script. Donc là, il va falloir trouver le langage de script associé. Donc j'ai dû rater quelque chose parce que je vous en ai pas parlé, je l'ai pas vu. Où c'est qu'on peut trouver ça? En tout cas, soit il y a du VBS, soit du VBH, soit il y a du PowerShell. Ah, quel process c'est même trigger. VBS script. Donc on voit bien notre active script event consumer, ok, qui était là, qu'on a vu, qui va commencer à se lancer. Kill timeout 45. Il lance bien notre launching beaconing backdoor. Donc on voit bien launching beaconing backdoor. Donc on voit que les classes sont chargées et après elles s'exécutent. Ok, des classes de programmation avec les différentes fonctions qui sont associées. Euh, Apparemment, il a utilisé, ça doit être un script malicieux qui date de 2004 et c'est pas lui qui l'a créé. Visiblement, il y a même les copyrights dans le code source du payload. Donc, c'est vraiment. C'est un touriste, hein, à mon avis. C'est un petit hacker de merde. C'est pas un bon hacker. Ok, donc, on va pas. On va survoler, hein, ne vous inquiétez pas, sinon j'ai pas envie de vous perdre et de me perdre moi-même. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en forensique et en analyse de malware, mais je pense très clairement que c'est du VBS script. Donc il y a un des langages de programmation que vous pouvez utiliser, Virtual Basic Script, avec le moteur de recherche Windows Host Script. Donc quel langage? Bah, VB Script. Alors, quel est le nom de l'autre script? Bah, l'autre script, on avait vu que c'était du PowerShell. Bah ouais. Ah, ça m'énerve. Pourquoi tu peux pas faire de alt tab? C'est bien dommage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, Power ISO. On va s'ouvrir et vous rappeler que tout se passe dans TMP, hein. On l'avait vu hier. Ouais, mais c'est pas ce temp là, c'est le temp C, c'est celui sur le C. TMP, ouais. Voilà. Donc là, on a notre backdoor. Et c'est quoi? Type Windows PowerShell script. Ok. Ok.
Donc le nom, comment il s'appelle? C'est VMI Backdoor dans PS1. Hein? Excuse me, sir? Ah, tu veux ça? Bon, ouais, comment ça va bien chipoter, quoi. Donc là, il continue de tourner, si tu veux. C'est ça que tu veux? Ok. Donc, quel est le nom de l'éditeur de logiciel visible dans le script? Bah, le script, on l'ouvre avec PowerShell et ISE, qui vous permet à la fois d'exécuter du PowerShell et qui vous permet de voir le code source, tout simplement. Donc, alors, Proof of Concept Backdoor WMI, c'est une backdoor, une porte dérobée WMI très cruelle. Ça, mais elle n'inclut pas un serveur de command and control. C'est utilisé pour le but démonstratif et ça permet de montrer comment on peut militariser des techniques via le WMI. Pas de militarisation ultérieure ne sera effectuée. Je ne réponds d'aucun problème ou issue ou chose maligne qui pourrait être faite avec ça. Donc c'est Matthew Grabber, tatati et tatata. Donc on a une fonction qui s'appelle new. New, pourquoi pas? Parce qu'on la déclare en PowerShell et elle s'appelle WMI Backdoor Trigger. Donc elle porte bien son nom. Donc on a la temporalité, timing interval, date, time, timer. Donc là, il commence à définir en fait les intervalles, le temps à partir du temps, et on a vu que il va prendre une date, et le script il va se dire, eh ben, écoute, à partir de 4h47 de l'après-midi, ce 2 mars 2019, je m'exécute, et je répète, je fais une boucle en fait de programmation, toutes les 5 minutes, quand j'ai bouclé 5 minutes, boucle itérative, je me relance. Ok? Donc c'est vraiment un processus itératif basé sur la temporalité. Ensuite, nom du processus, bon, ça, ouais, ok. Donc là, il fait une boucle for each, il récupère ses variables. Ok, longueur, paramètres, log screen, interval, interactive logon, drive insert. Donc là, il va récupérer des actions en fait, qui sont faites par l'utilisateur. Donc, est-ce qu'il y a des lecteurs réseau qui sont installés, des clés USB, bref, tout ce qui est lecteur. Est-ce qu'il y a des shells interactifs, enfin des connexions au niveau de la machine, et est-ce qu'il y a des extensions qui sont modifiées? Tout ça, apparemment, la porte dérobée en prend en compte. Ensuite, on a un switch, donc son timing interval, 60 000. 60 000, à mon avis, ça fait 5 minutes. Hein. Non, ça fait 1000 minutes. Ça fait beaucoup. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait toutes les 1000 minutes? Il fait une requête, là, query all, avec un timer name. Donc, utiliser la variable timer name et intervalle ms euh,
pour être utilisé en fin de bande par le registre WI Backdoor. C'est assez moche, mais je veux essayer de maintenir une fonction assez simple avec une séparation au niveau des événements euh, déclencheurs, des charges utiles et de l'enregistrement. Donc là, on a un PSO object, ok, il récupère ses variables. On a le backdoor trigger qu'on a vu tout en haut, qui est défini là, ok. Donc ça, c'est sa fonction. Le timing interval, ok, parce que bah oui, on a la temporalité et ça affiche le résultat. Après, par le temps absolu, ça c'est pour son compteur à mon avis. Et bah, pour enregistrer les événements et les déclencher, il faut avoir un temps précis. C'est pour ça qu'il se base sur la temporalité. Tout ça. Et il convertit ensuite, ça c'est tout ce qui est refactoration, pardon, pas du code, mais de l'affichage en fait, hein. Il est en train de mettre ça en forme pour que ça ait plus de gueule. Ensuite, le processus se relance, notre boucle, ok. Ouais, il fait ça à l'infini en fait. Il fait ça pour les process start, il fait ça pour le lock screen, il fait ça pour les interactive logon, pour tous les fichiers qui sont modifiés, les extensions. Et là, on a une autre fonction et elle se focalise bah, de tuer les processus qui processent. Donc c'est peut-être pour ça que bah, on a certains de nos outils qui se lancent pas. Ils décodent en base 64. Donc là on a tout le code. Ok. Là on a d'autres. VBS script. Donc il fait de l'impersonate level. Donc dès que vous voyez impersonate, plus de la crypto, là il appelle des classes. On sait que bah, il fait des choses malicieuses. Impersonate, c'est de l'usurpation d'identité via LSAS, via Mimikat. Et s'il utilise de la crypto, il est en train de faire de l'obfuscation de code. De toute façon, on a vu déjà qu'il s'amuse à coder, décoder en base 64. Donc c'est déjà une technique d'obfuscation. Et après, il doit utiliser une surcouche de crypto pour eh ben, rendre son payload un peu plus furtif. D'accord, donc là il y a un fichier iCar, je sais pas ce que c'est, mais grosso modo il infecte aussi tous les lecteurs réseau qui sont montés. Donc dès que vous montez un lecteur réseau, il va venir l'infecter. Donc il réutilise de la stéganographie via de la crypto, via du base 64. Euh, il fait un file upload, donc peut-être qu'il envoie ça quelque part. Donc ça c'est le backdoor. Il récupère tout ce qui est mot de passe au niveau du PowerShell, le fameux $credential. Ça c'est une variable qui doit sniffer tous les mots de passe qui sont insérés sur le serveur. Il fait ses switches, il repart. Ok, argument instance. Donc on voit que le script est assez loin, il fait 600 pages. Enfin 600 lignes, pardon, excusez-moi. Credential, ouais, donc là c'est pareil, ça tape tous les mots de passe. Au niveau des consumer parameters, au niveau des binding parameters. Donc ouais. Donc il a créé des objets en fait en PowerShell ou en Virtual Basic qui permettent bah, de sniffer hein, tout ce qui se passe sur le réseau. Euh, connexion au serveur, récupération de mot de passe, euh, mappage de share, de lecteur réseau, tout ça il les récupère, il l'encode et apparemment il le renvoie. Même si, je sais pas, là il dit qu'il n'y a pas une composante command and control. Mais je sais pas alors à qui il l'envoie. Parce que quand on exfiltre les données, justement, on va l'envoyer à un serveur de command and control pour récupérer. Et le serveur de command and control, bah, c'est la doctrine militaire en fait, hein. Command and control, c'est le centre de commandement, c'est le HQ dans l'armée américaine. Euh, donc c'est lui qui va donner les ordres en fait, qui va dispatcher les différents bataillons, les différentes unités sur le flanc de bataille. C'est lui qui relie en fait toutes les communications. C'est le plus haut point névralgique dans l'armée. Eh ben, la métaphore au niveau de la cybersec, le serveur de command and control, c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui va diriger les botnets. Ok, le botnet composé de différents bots, ça c'est un bot qui tourne sur la machine et qui fait des choses malicieuses.
Ensuite, eh ben, le serveur de command and control va envoyer des ordres au bot et le bot va exécuter les ordres. Mais là, visiblement, il n'y a pas de C2C. Donc C2C, C2C, on dit C2 aussi. C2, c'est le serveur de command and control. Commande et contrôle en français. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Donc là, on a déjà en tout cas une bonne mainmise sur le système. Après, comme le dit lui-même l'auteur, on aurait pu encore plus weaponization, militariser l'outil pour eh ben, qu'il exfiltre toutes les données vers le serveur de command and control. On va se servir de nom de domaine parlant de chat. Je vais créer de faux sites de chat. Je vais acheter des noms de domaine. Je vais exfiltrer les données via le DNS parce que je sais qu'il n'est pas protégé par les administrateurs et il va se noyer dans le bruit et comme ça sera très dur aux sondes et aux paquets réseau, aux IDS, aux HDS de me détecter. Et si en plus j'ajoute une couche de chiffrement, si j'utilise du HTTPS over DNS, bah, il va avoir beaucoup de mal à détecter l'exfiltration des données en fait. Je vais être totalement furtif et je vais me connecter à ces noms de domaine en fait qui parlent de chats. Je vais même créer des faux forums qui parlent de chats avec des faux utilisateurs qui parlent de chats. Et en fait, ça sera ma couverture. Je vais exfiltrer les données vers ces noms de domaine. Ces serveurs, ils vont servir de proxy, de passerelle. Et à partir de ces serveurs, je vais chiffrer via Tor les communications. Je vais passer par 3 points de relais Tor et en point de sortie, ça fera mon serveur de contrôle C2C, mon serveur de command and control qui sera lui-même derrière un VPN ou un VPS. Et donc là, c'est une technique que je vous donne qui est utilisée par les méchants pour exfiltrer des données. Et là, on parle de cyberattaque d'ampleur. On parle d'État, de cyberattaque d'État, puisqu'il faut avoir de sacrées connaissances et compétences pour savoir faire ça. Mais c'est pas impossible. Avec le temps, vous saurez faire. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, le bien ou le mal. Moi, le but, c'est d'arrêter les méchants. Je pourrais être méchant, mais ça m'intéresse pas. Ok? Donc, ça, il faut comprendre toutes les techniques. Là, on est en train de voir eh ben, une mise en place déjà d'actions malicieuses au sein de ce serveur Windows. Et après, je vous ferai des brefs. Je vous parlerai un peu de toutes les techniques utilisées par les Black Hat. Pour, surtout, on va s'intéresser aux attaques, aux cyberattaques étatiques, des services de renseignement. Parce que eux, ils sont extrêmement ou des groupes sponsorisés comme les Coréens, comme les Chinois, comme les Iraniens, comme les Russes, qui sont sponsorisés par les services, les officines de renseignement ou par les États-nations derrière, qui sont derrière eux et qui leur laissent carte blanche. Parce que eux, ce sont les meilleurs. Et ça, bah, qu'est-ce qu'on appelle ça? Une APT. Une APT, Advanced Persistent Threat, menace persistante avancée. Mais ça, on verra bien plus tard. Mais ça, il faut s'inspirer des meilleurs. Ok, il faut pas s'inspirer des plus mauvais. Essayez de toujours trouver meilleur que vous et inspirez-vous de ces techniques, améliorez-les, comprenez-les, et c'est comme ça qu'on évolue, surtout en cybersécurité. Donc là, c'était une brève analyse. J'ai beaucoup blablaté, mais voilà, je voulais ajouter un peu de valeur ajoutée euh, de par mes connaissances, plutôt que faire le simple exercice hein, que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet. Bêtement. Mais faites-le, je sais pas s'il est gratuit, mais ça vaut le coup. Vraiment, entraînez-vous à l'analyse forensique. Et là, c'est vraiment très très simple. Après, on va monter en puissance. Et même moi, il va falloir que je me remette au cours. Et tout comme vous, hein, je suis en train d'apprendre. Ne vous inquiétez pas. On apprend tous. De toute façon, j'arrêterai d'apprendre quand je serai mort. C'est pas une question d'âge. Donc, on a vu tout ça. On va voir s'il y a quelques questions. Parce que c'est vrai que je suis blablaté, c'est mon gros de faux. Je suis une vraie gonzesse. Donc, est-ce qu'on a vu le nom du logiciel? Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais revenir dessus parce que là, j'ai beaucoup parlé. J'ai peut-être perdu votre attention. Est-ce qu'on le voit là? Je suis pas sûr. Vas-y, arrête-toi, Coco. Ciao, Loki. Donc, Loki, hein, franchement, très très bon. Très très bon, très très bon. Donc, vous voyez qu'il a. Ah, il continue à nous trouver des trucs. Evilnium,
Donc, je vous ferai une vidéo complète sur comment installer Loki et comment utiliser Yara aussi, vraiment. Parce que bah, moi, je l'utilise sur ma machine de production à la maison pour vérifier que je me suis pas fait pouner. Donc, qu'on le voit là, je suis pas sûr qu'on le voit là. Donc, on va revenir sur le code source. Moi, si mon Launch Beacon, il était où? On a le meme out, voilà. On voit bien en plus que c'est généré par Mimikat. Vous voyez, avec un Digest, pardon. Il se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent et vous avez beau renommer mime en mime.exe ou mam.exe ou toto.exe, vous inquiétez pas, la signature, elle sera connue. À moins que vous offusquiez le code source. Mais ça on verra plus tard. Comment être encore plus furtif. Donc, je l'avais vu tout à l'heure. Voilà. À mon avis, ça doit être ça. Ok. Euh, tu veux quoi? Autobit Software. Quels sont les deux sites web associés à cette société de logiciels? C'est une très très bonne question. Alors, on peut aller chercher sur Internet. Mais le but, c'est qu'on a parcouru ensemble le code source. Je sais pas si vous avez tilté à un moment. Donc là, on a toutes nos commandes. C'est, c'est vachement utile, hein. ISE, très très bon. Allons dans la partie rouge. Je vous ai dit là, il est en train de décoder. Voilà, 1164. Qu'est-ce qu'on voit? Motobit.com, visiblement, et motobit.cz. CZ, c'est où? C'est en Tchécoslovaquie. Enfin, je sais même plus comment on dit maintenant. Parce que il y a la Tchéquie, la Slovaquie, CZ. Oui, c'est un fabricant d'armes, ouais, je sais, mais c'est la République tchèque. Excusez. Donc, qu'est-ce qu'il veut qu'on mette? CZ. Ah, qu'est-ce qui m'emmerde avec tes putains de trucs là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais quel est le nom? Comment tu veux que je te le formate aussi? Réponse, réponse. Ah, tu veux le HTTP et tout? Putain, casse-couille. Ok, HTTP et l'autre. Il n'y a pas de www, c'était motobit.cz. Ah, ok. Recherchez en ligne le nom du script de Q5 et l'un des sites web de la réponse précédente. Quel script d'attaque apparaît dans votre recherche? Bon, on va faire un peu d'analyse au site. Donc, vous vous rappelez, le VMI, backdoor, je pense que c'est ça qui va. .ps1. Ok. Donc, utilisé en 2015 au Black Hat. Ouais, c'est le même code source, exactement.
Fait combien? 586 lignes. Donc ouais, c'est bien ça, c'est bien notre backdoor. WMI backdoor. Alors, où c'est qu'il se trouve? Bah, je vais vous remontrer, mais bah, on a dit que tout était dans TMP de toute façon. Voilà, il est là. Donc il est sur ces deux points TMP. Quels sont les deux processus qui s'ouvrent et se ferment très rapidement toutes les quelques minutes? Bon, bah, je peux vous dire MibiCat, c'est sûr. Et BB4, il s'exécute en quoi? Bah, avec du PowerShell. Bon, vous en avez qu'à attendre si vous voulez. Vous allez voir qu'il y a quoi? Il y a une fenêtre bleue qui s'ouvre. La fenêtre bleue, c'est quoi? C'est PowerShell. Et ensuite, on a quoi? On a Mimicat. Et Mimicat, il a été renommé en mime.exe. Si je suis un peu con, comment on le sait? Là, c'est mime. Ok. Action. On voit bien qu'il se lance, hein. On est d'accord? False update. PowerShell. Ok. Donc, on voit bien que ce sont bien les deux programmes. Là, vous avez une preuve. On n'a pas besoin d'attendre que les fenêtres s'affichent. Ok. Donc, tout ça, c'est des tâches planifiées. J'aime bien la false update. Les Lorrains et les Alsaciens comprendront le genou. Donc, quel est le processus parent pour ces deux processus? Alors, comment on peut voir ça? Eh ben, on a deux possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer. Vu qu'on sait qu'il tourne en mémoire, ben, je peux utiliser les outils. Mais des fois, l'outil le meilleur, c'est le gestionnaire de tâches. Et le gestionnaire de tâches, ça dit quoi? Eh ben, ça dit, cherche-moi mime. Il est où le petit mime? Peut-être aller dans user. Je lui en a 21 seulement. Est-ce qu'il se lance en tant que l'utilisateur? Non, ça c'est moi. On n'est pas présent là. Elle est bien bonne, hein, j'ai envie de dire. D'accord. CMD, con host. Ça, il y a MMC et il n'y a pas le même. Donc dans les processus, alors, je ne comprends pas. Là, il n'est pas présent. Ok. Euh... C'est ouf ça. Comment il peut tourner en mémoire sans que je le vois pas? Sans que je le vois, pardon. Je trouve ça dingue. Donc si je le force. Ok, il veut pas. On va lancer la WMI backdoor. PS1. Ok. Est-ce qu'il apparaît en mémoire? C'est dingue ça.
Ok, bon, dis-moi qui tourne, hein, parce que sinon je vais te poser des questions. On a 7. Ok, ça c'est le script virtuel basique. Bon, vous voyez, on a toutes les informations en fait. Voilà, on avait toutes les infos qui étaient ici. Mime se lance. Allez, alléluia. Vite, 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 vite. T'es où, bâtard? Ouais, 5080. Ok? Ça, c'est le PID, 5080. Maintenant, on va aller le chasser. Alors, vas-y, casse-toi. Donc, get process ID. Ok. Je veux quoi? Je veux tous les parents et les parents du process ID. Je veux que tu l'exécutes able parce qu'il est exécutable et que tu me donnes les chemins. Et on grep. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un file. Et on a vu, c'est quoi son code? 5080. Putain, on va aller trop vite. On va aller trop vite. Je me suis trompé, 5080. Voilà, ça passe. Qu'est-ce que j'ai fait? VMing process get process ID. Ouais, j'ai dû me tromper sur la syntaxe. Je comprends pas. Ouais, écoute. Donc on demande les process ID, les parents et le chemin d'exécution. Donc on voit qu'on a mime.exe et on a conhost.exe. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la même chose, sauf qu'on va se focaliser sur celui-là. Ok, 5080. Ça c'est le parent, on veut le process ID qui est relié. Parce que ça c'est le parent, pardon, ça c'est les enfants. Les enfants tournent, sont reliés aux parents. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le process ID de conhost est relié aux parents qui est 5080. 5080 c'est mime exe. Ok, donc lui c'est un supplétif de mime exe. Et mime exe c'est 5080, c'est lui-même un supplétif de 916. Donc c'est qui 916? Ok, on voit que c'est SV host. Donc SV host. Comment ça? Tu es fou, quoi. Non, SVC host, putain, excusez-moi. Ok.